Bonjour à tous, dans cette vidéo, pour préparer le bac S, rapidement, nous allons voir quelques exercices de type 2.1. Alors le 2.1, je vous le rappelle, c'est une étude de documents purs, on vous demande la pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné, et ça vaut 3 points. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer cette vidéo par un exercice sur le domaine continental et sa dynamique. On nous parle de la croûte continentale nord-américaine. Alors, on vous dit, l'Amérique du Nord présente un ensemble de chaînes de montagnes dont la mise en place se poursuit encore de nos jours. Donc ici, on a, hop, ensemble de chaînes de montagnes. L'étude d'une carte géologique confrontée aux données radiochronologiques permet de cerner les grandes étapes de son histoire géologique. À partir de l'étude du document, on se propose de reconstituer quelques étapes de l'histoire géologique de la croûte continentale nord-américaine, répondre aux 6 questions du QCM. Donc globalement, on a ça à étudier et on doit cocher la bonne réponse et une seule bonne réponse. Donc avant de se lancer dans la lecture des réponses proposées, on va déjà étudier le document pour voir ce que nous, on en comprend et ensuite on ira chercher les réponses. Donc globalement, on a ici une carte géologique, on reconnaît le continent nord-américain ici, on a effectivement une partie du Groenland et sur ces continents, on a surrajouté les chaînes de montagnes trouvées. Alors vous allez me dire, oui mais celle-là elle est dans la mer. Bah oui, c'est une croûte continentale, elle peut être en bordure de continent, c'est ce qu'on appelle les marges passives, elle continue sous l'eau avant de devenir de la croûte océanique. Donc si on regarde les légendes d'un peu plus près, en noir, ligne de rivage, limite actuelle des terres émergées. En gris, croûte océanique, c'est tout ce qu'on a autour. Ici, chaîne de montagnes récente, 0,3 giga-années à aujourd'hui, donc je vous rappelle que giga-années sont les milliards d'années. Les chaînes de montagnes appalachiennes, les fameuses Appalaches que vous avez appris en géographie, 0,4 milliards d'années. Les chaînes de montagnes greenvilliennes, 1,3 à 1. Les chaînes de montagnes centrales, tiens, on ne nous met pas de date ici, on ne nous donne pas d'âge. Certainement qu'on va nous demander de les estimer. Et ensuite, la chaîne de montagnes archéenne qui a 4,28 à 1,9 giga-années, donc milliards d'années. Donc globalement, qu'est-ce qu'on voit sur le continent nord-américain? On a plusieurs chaînes de montagnes situées les unes à côté des autres, plus ou moins anciennes. Alors au premier coup d'œil, on a ce gros pavé là, foncé. Chaînes de montagnes archéennes, ce sont les plus vieilles, elles sont au centre. Sur l'extérieur, ici, on a celle-là, 1,3 giga-années. Celle-là, bah tiens, celle-là, on ne sait pas quel âge elles ont. Ici, on est sur du 0,3, ça monte jusque là. On va retrouver ici encore du 0,3. Tiens, il y a un petit bout de 4,28 là. C'est un peu compliqué. Sur l'extérieur ici, on a du 0,4. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? On a du jeune autour. On a du vieux au centre. Et si on regarde bien, du très vieux, celle-là, 1,3. Et celle-là, très récente. On est à 0,4. Donc plus on va vers l'extérieur, plus c'est jeune. Plus on va vers l'intérieur, plus c'est vieux. Et on a ce petit bout-là qui est coincé entre du vieux et du plus jeune. Donc, en toute logique, si on doit essayer d'estimer son âge, on devrait dire, bah, il est entre celle-là et celle-là. En toute logique, il devrait avoir entre 1,3 et 1,9 milliards d'années. Si on fait attention maintenant aux légendes, on nous précise croûte nord-américaine, croûte sibérienne. Tiens, on a 2 croûtes là. Ça veut dire quoi? Qu'on travaille sur 2 plaques. Ils vont forcément nous poser des questions sur une histoire de plaques tectoniques, rapprochement de plaques, quelque chose comme ça. Ensuite, gneiss d'Akasta, 4,28 giga-années, là, au beau milieu. Bon, bah, gneiss d'Akasta, on l'a appris en classe, ce sont les plus vieilles roches connues de la planète. Elles sont ici. Forcément, il va y avoir une question là-dessus. Allez, on va voir. C'est parti. Les plus anciennes roches d'Amérique du Nord sont les gneiss d'Akasta. Ouais, on vient de le voir. On les trouve où? Avant d'aller lire les réponses, revenez sur la carte. On les trouve où? Là-dedans. Là-dedans, c'est quoi? Chaîne de montagne archéenne, 4,28, 1,9 giga-années. Donc, on sait qu'elles sont dans les chaînes archéennes. Bon, ben voilà, maintenant, on va chercher. Donc, hop, 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 hop. Tiens, bah c'est celle-là. Allez, hop, on coche. Facile, là. L'étude du gneiss d'Akasta a permis de reconstituer le contexte de sa formation. On sait aujourd'hui qu'il s'est formé. Mais c'est formé dans quoi? Il est dans la croûte nord-américaine. C'est quoi? Une croûte océanique ou une croûte continentale? La croûte océanique, elle est là, elle est en gris sur les côtés. On est dans une croûte continentale. Donc on revient aux propositions.
Alors, dans une croûte océanique, niet. Dans les reliefs positifs d'une croûte continentale, dans la racine d'une croûte continentale, dans le manteau. Donc, croûte océanique, on oublie. Dans le manteau, on oublie. Hein. On n'est pas ici dans une roche formée dans le manteau, ce serait de la péridotite et pas un gneiss. Il nous reste dans les reliefs positifs d'une croûte continentale, dans la racine d'une croûte continentale. Maintenant, on réfléchit. On a dit on est sur un gneiss. Un gneiss, c'est quoi? C'est une roche métamorphique. C'est une roche qui a subi des contraintes de pression et de température. Est-ce que ça va être dans un relief positif, c'est-à-dire en haut d'une chaîne de montagne? Non, ça va forcément être en profondeur. Donc, on est ici en réponse C, dans la racine d'une croûte continentale. On passe à la question suivante. Les chaînes de montagne d'Amérique du Nord sont disposées. Tiens donc, on avait commencé à parler de ça. Les plus anciennes au centre, les plus récentes à l'extérieur. Les plus anciennes à l'extérieur, les plus récentes au centre, parallèlement les unes aux autres et au hasard. Bon, eh ben en étudiant la carte, on avait déjà trouvé la réponse tout à l'heure. C'est là. On continue. À partir de ces observations, les géologues peuvent proposer un âge à la chaîne de montagne centrale. Tiens donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Elle est située entre celle-là, qui est environ 4,28 jusqu'à 1,9 giga d'années, et elle est coincée entre celle-là, qui a 1,3 à 1 giga d'années. Donc forcément, elle est entre les deux. On revient donc, on cherche la phrase qui nous donne un âge compris entre 1,3 et 1,9 milliard d'années, c'est la B. Une fois formés, les reliefs positifs des chaînes de montagne disparaissent grâce à l'altération, l'érosion, mais aussi des phénomènes tectoniques. Bon, ça c'est un petit rappel de cours. Le mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, se trouve logiquement. Bon, c'est le plus haut. S'il est plus haut, c'est qu'il n'a pas été érodé. Donc, il ne va pas se trouver dans les plus vieilles montagnes. Il va forcément se trouver dans les plus récentes. S'il se trouve dans les plus vieilles montagnes, c'est qu'il y a un problème. Donc ici, on va cocher quoi? Il faut qu'on trouve les chaînes les plus récentes, les plus jeunes. Donc, on va descendre ici. Chaîne de montagne récente, c'est 0,3 giga-année aujourd'hui. On revient à la question. Hop, chaîne de montagne récente, c'est la B. Dernière question. La croûte nord-américaine grandit toujours. Ainsi, la croûte sibérienne émergée s'est accolée à ce continent. Car, je vous l'avais dit, la chaîne de montagne associée à cet événement est quoi? Bon, alors on reprend. Croûte sibérienne, croûte nord-américaine, chaîne de montagne associée. Bah, c'est la chaîne de montagne qui est à la fois sur la croûte sibérienne et sur la croûte américaine. C'est celle-là. C'est ici la chaîne de montagne récente. On va donc cocher la B. Autre exercice, neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse. Ce sujet permet d'utiliser les connaissances acquises sur la communication nerveuse et le fonctionnement des synapses. Tiens, ils nous le disent tout de suite. Bon, aucune connaissance sur le fonctionnement cardiaque n'est nécessaire pour répondre au sujet. Bon, bah alors s'ils le disent, on y va. À partir de l'exploitation du document, répondons QCM en cochant la bonne réponse. Allez, QCM, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le document d'abord, avant d'aller voir les propositions de réponse. L'expérience de Lewy. En 1921, Otto Lewy a réalisé une expérience célèbre sur le contrôle du cœur par le système nerveux. Il a prélevé 2 cœurs de grenouille. Le cœur numéro 1 est prélevé avec un des nerfs cardiaques. Donc le cœur numéro 1, il possède son nerf. Le cœur 2 de grenouille est prélevé sans aucun nerf. Là, on a un cœur avec nerf, un cœur sans nerf. Lorsqu'on prélève le cœur d'une grenouille, celui-ci peut continuer à battre plusieurs minutes lorsqu'il est placé dans un liquide convenable, c'est l'automatisme cardiaque. Lewy a placé les 2 cœurs dans 2 béchers, reliés entre eux. Le dispositif expérimental utilisé est conçu de manière à permettre au liquide baignant le cœur de la grenouille 1 d'être transféré au cœur de la grenouille 2. Au cours de l'expérience, il a stimulé électriquement le nerf associé au cœur de la grenouille 1A et a enregistré la fréquence cardiaque des 2 cœurs. Chaque contraction cardiaque est représentée sur l'enregistrement par une barre verticale. Les 2 enregistrements sont réalisés en même temps. On reprend le texte sous forme de schéma. Qu'est-ce qu'on a? 2 béchers, 2 cœurs, cœur de grenouille numéro 1 avec son nerf, cœur de grenouille numéro 2 sans nerf. Électrode stimulatrice branchée sur le nerf. On stimule le nerf cardiaque du cœur de grenouille. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'à partir du moment où on stimule, regardez, comparez la fréquence des contractions, on voit très bien qu'ici, la fréquence cardiaque diminue. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 béchers communiquent, il y a un transfert de fluide qui se fait, et il se trouve qu'au moment où on stimule ici le nerf cardiaque du cœur numéro 1, regardez, on va observer le même phénomène de fréquence cardiaque qui diminue dans le cœur numéro 2 de grenouille. Celui-ci n'a pas de nerf. Il n'est pas connecté par un nerf au premier cœur. Le seul lien entre les deux, c'est qu'il y a du liquide qui
provient de ce bécher qui peut passer à côté. Ça veut dire quoi? Que quand on stimule ce cœur-là, il y a quelque chose dans le liquide qui passe de l'autre côté et qui va stimuler ce cœur. Alors, c'est une stimulation, faites attention, qui provoque une diminution du rythme cardiaque. Il en faut bien. Quand vous faites du sport, votre cœur s'accélère, mais il faut bien le ralentir après. Donc, on a des stimulations qui peuvent ralentir le rythme cardiaque. Voyons maintenant les questions. On y va. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraîne. Bon, alors attendez, avant de lire les questions, on y retourne. Stimulation du nerf cardiaque du cœur 1, qu'est-ce que ça entraîne? Diminution de la fréquence cardiaque. On y va? Ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 1, augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 1, aucune modification du cœur 1, augmentation de fréquence du cœur 2. Faites attention. Donc on a deux propositions qui portent augmentation. Cœur 1, cœur 2, il faut comparer. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire? De toute façon, on a étudié le doc avant et on sait que c'est là, ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 1. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraîne. Bon, alors attendez, c'est la même chose? Ah non, réfléchissez. Là, on nous a posé la question et on a donné une réponse concernant le cœur 1. À tous les coups, on va devoir chercher une réponse pour le cœur 2. Aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 2, le cœur 2 étant isolé du stimulateur, c'est faux. Un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué directement par le nerf cardiaque, un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement par le liquide, une accélération de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée indirectement par le liquide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On revient. Fréquence cardiaque diminue. On a deux propositions de ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée directement ou indirectement par le nerf cardiaque, par le liquide. Directement par le nerf cardiaque. Ben non, le cœur 2 n'a plus de nerf cardiaque et le nerf cardiaque du cœur 1 n'est pas connecté au cœur 2. Donc celle-là, elle est fausse. Provoquée indirectement par le liquide. Oui, c'est l'hypothèse qu'on avait émise. Donc on est en réponse C. Le liquide baignant les cœurs propage l'information en transmettant des potentiels d'action issus des neurones de nerf cardiaque. Non, non, potentiel d'action, c'est dans les nerfs, on oublie. En transmettant des molécules d'eau du liquide. Quel est le rôle des molécules d'eau à part d'hydrater? Rien du tout. En transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque. Ouais, en transmettant des molécules libérées par le cœur de la grenouille 2. Ben non, puisqu'en fait, la propagation, elle se fait dans le sens cœur 1 à cœur 2. Donc ici, on est bien en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf. Il n'y a que le nerf cardiaque qui a été stimulé, donc il n'y a que lui qui peut libérer quelque chose pour stimuler le deuxième cœur, et ça passe par le liquide. Donc réponse C. Ces expériences ont montré la nature de la transmission du message nerveux au niveau des synapses. La transmission s'effectue par un mécanisme de nature électrique. Bah, on oublie, c'est pas ça. La transmission s'effectue par la libération de molécules appelées neurotransmetteurs. La transmission s'effectue par la libération de molécules d'eau. Bah non. La transmission s'effectue par libération de cellules nerveuses. On ne libère pas les cellules. Par contre, les cellules nerveuses libèrent des neurotransmetteurs. Voilà. Donc, même si on n'avait pas appris son cours, on a une molécule qui passe par le liquide, hop, d'un bécher à un autre. C'est forcément une molécule qui transmet une information. Donc, on n'est pas bête. On décortique les mots. Neurotransmetteur, transmetteur d'informations neuronales. Ben, ça peut être que ça. Voilà.